la référence à la Galma, sur lequel nous sommes un peu arrêtés en reprenant la référence au commentaire au travail de l'hôtel qui a repris Yodel. Puis on va discuter, on va lire le dernier passage de ce texte. Et puis, dans le deuxième partie, on va se référer à Miller. Je ferai quelques considérations préliminaires sur Miller parce que il y a aussi dans ce cours lettres et langues l'autre classe qui précède la classe d'Alexandra, Oui, c'est pas fait. qui est important pour nous, donc je vais la répondre. Et puis, je vais passer la parole à Alexandra, la classe de Marc. Alors, je pense qu'on peut tout de suite donner la parole à Violaine pour cette référence à la Galma, sur laquelle nous sommes un peu arrêtés là pour répondre un peu la question de la référence au banquier, à la relation entre Alcibiade, Socrate, Agathon, et la structure de transfert, et la fonction qu'il a également occupe tout ça. Merci en tout cas, et désolé de ne pas vous avoir envoyé des points. J'ai envoyé normalement vous avez dû recevoir. Et je vous signale que j'ai échangé avec Juan Pablo Lucchesi à ce propos parce que il était. Donc j'ai beaucoup travaillé avec le transfert de Freud à Lacan. Donc c'est assez intéressant de voir avec l'objet A, mais c'est le dernier, le transfert de Freud à Lacan. Et puis quand je cherchais celui-là, j'ai trouvé hier soir à 00h30. Donc j'avais une seconde d'avis, mais je veux dire, c'est quand même drôle que je l'ai cherché partout. Et je l'ai trouvé juste hier soir. C'est quand même intéressant comme ça va se nicher parfois. Alors, je commence peut-être par dire que Juan Pablo a appris le grec ancien, a suivi les cours de grec ancien pour pouvoir comprendre ce que dit Platon. Pas tout le monde a ce goût-là de la recherche de la lettre, parce que c'est quand même ça à voir avec la lettre. Et puis, Jean-Claude Milner lui a donné un petit truc qui, à mon avis, est très lacanien. Il lui a montré que Agathon, Agalma, ça consonne. Et que la naissance de l'objet petit a pourrait avoir été prise par Lacan là. Perso, Meden Agan, qui était inscrit sur le fronton du temple d'Apollon à Delphes, ça veut dire rien de trop. Agan, en grec, ça veut dire trop. C'est un des noms d'adolescence. Bref. Alors, et dans le dernier chapitre de celui-ci, Métaphore d'amour, il dit amour et changement de discours. Ça nous intéresse à propos de la subversion. Voici la phrase que Lacan aurait prononcée le jour de son séminaire. À la vérité, quand on s'efforce d'accommoder, d'approcher, d'imaginer, de se fixer sur ce que pouvait être effectivement ce personnage, Socrate, croyez-moi, c'est fatigant. L'effet de cette fatigue, je ne pourrais mieux le formuler que sous les mots qui me sont venus un de ces dimanches soirs, ce Socrate me tue. Chose curieuse, je me suis réveillée le lendemain matin infiniment plus gaillard. Donc, c'est vraiment, je trouve, une lecture regaillardisante. Aussi un peu gaillarde, hein, si parce que, évidemment, il y a à voir avec le sexuel dans le public. Donc, aucune autre lecture du banquet. J'ai appelé mon texte, le Socrate Alcibiade, donc avec Lucchesi, le consentement et la passe. Aucune autre lecture du banquet, plus que celle de Jacques Lacan, ne rend un texte comme celui de Platon aussi vivant et toujours moderne. Et Juan Pablo, auteur entre autres d'une thèse sur le transfert, mais aussi de nombreux articles sur l'autisme, l'objet A, bonjour, nous engage à lire avec Jacques Alain Miller pour saisir les deux métaphores de l'amour. En fait, c'est ça qui est intéressant. Il y a un texte de la revue de l'école de la cause freudienne 18. Les deux métaphores de l'amour, c'est le texte de Jacques Alain Miller. Donc Jacques Alain Miller, qui est celui qui a donné au fond le titre à ce il rappelle que le concept de transfert est né pour Freud en 1895 comme une erreur sur la personne de l'analyste. J'adore quand Freud dit, en voyant une femme qui se jette à son cou, je ne mis pas ça sur le compte de mon irrésistibilité personnelle. D'ailleurs, il dit aussi qu'il vaudrait mieux qu'un analyste n'ait pas trop de charme. Ça peut déranger, ça peut empêcher la lecture. Ça risque d'interrompre le procédé de vaincu. Puis il devient compromis. Freud parle
Alors, de dynamique du transfert, d'observation sur l'amour de transfert. Le transfert est un moment obligé de la pure analytique, puisque nul ne peut être tué ni analysé in absentia et inétudié. Il faut que ce soit encore. La présence d'analyse est donc essentielle à la comme celle de l'analysant. Lucchesi présente donc dans un chapitre intitulé Le banquet et le transfert la question des femmes qui viennent gâcher la fête. Alors ça, évidemment, ça m'a intéressé. Peña, c'est la maman de l'amour, donc qui vient gâcher la fête puisqu'elle vient se coller à Poros et puis elle réussit à se faire mettre enceinte, se faire mettre enceinte, se faire un enfant, etc. Peña parce qu'elle n'a pas, Diotime parce qu'elle a. Donc Diotime, qu'est-ce qu'elle a? Elle a le savoir. Et donc c'est vrai que pour Juan Pablo, la question de Diotime est très intéressante. N'oublions pas que les femmes ne sont pas invitées au banquet. N'oublions pas non plus qu'Alcibiade non plus. Il arrive à la fin. Il n'est pas invité. Et puis évidemment, l'énonciation de Diotime, on ne l'entend qu'à travers Socrate. C'est ce qui fait qu'on dit de Platon que c'est un ventriloque. C'est aussi qu'on peut voir des pièces de théâtre des banquets. Il n'y a donc pas de présence réelle de la femme dans le banquet. La présence réelle, c'est quand même quelque chose, en tout cas dans l'Église, et dans la psychanalyse aussi. Pourquoi Socrate donne-t-il la parole à une femme, etc. Et il dit qu'il y a là une énigme, c'est le point qui intéresse Lacan. Socrate avoue ne pas savoir, il ne sait pas, mais il désire. Donc c'est la question vraiment de la première métaphore de l'amour, c'est de passer d'être objet de désir à objet désirant. Il dit quelque part, Juan Pablo, que nous sommes tous objets de désir, et c'est ça qui est angoissant. Qu'est-ce que j'ai été pour mon père, pour ma mère? Mais donc la première métaphore, donc dans le séminaire 7, Lacan avait traité avec l'Antigone de Sophocle la question du beau et de l'être. Dans le séminaire 8, c'est la question du passage de l'avoir à l'être, les deux métaphores de l'amour. La première métaphore est le passage de l'éroménos à l'érastès. Devenir désirant, donc éroménos c'est celui qui est aimé, c'est le participe passé-passif. Érastès c'est l'actif, c'est désirant. Devenir désirant, c'est-à-dire manquant alors qu'on était dérisé. Désiré. Dérisé. C'est une transformation, une métamorphose due à l'amour. Première métaphore. C'est ce que Freud disait en déclarant qu'une analyse est arrivée à son but lorsque l'analysant peut aimer. Mais pour Lacan, l'analyse va au-delà. L'analysant peut accepter alors d'être aimé, d'être objet d'amour. C'est le passage à l'analyse. C'est-à-dire une métaphore exactement inverse à la première. Donc d'abord, on a Éroménos sur Érastès, ensuite on a A sur S barré. C'est que là où il y avait du manque, là où il y avait du désir, là où il y avait le sujet barré, c'est précisément là que se forme ce qui le fait aimer. Socrate panique au moment où Alcibiade va faire son éloge. Pourquoi? Il sait bien qu'il va être démasqué. Lucchesi parle du masque qu'il choisit. Contrairement à toute logique, c'est parce que Socrate laisse tomber le masque, donnant la parole à Diotime, et se laissant ridiculiser par Alcibiade, se refusant à profiter de sa conquête amoureuse, qu'il devient objet, cause du désir. Il a rien. Alors, vous avez travaillé beaucoup sur l'anorexie, le titre même indique, c'est pour ça que bien qui est un objet lacanien par excellence. Il a rien, le N apostrophe, on peut le mettre en parenthèse, et c'est tout son prédictif. Il donne l'impression qu'il sait ce que l'autre ne sait pas. Socrate refuse de condescendre à la demande d'amour d'Alcibiade. Il ne se laisse pas éblouir par lui. Et donc, en métaphore, il devient celui qui éblouit, celui qui questionne, qui fait énigme pour Alcibiade. Alcibiade peut donc poursuivre sa recherche. Alcibiade est très malin d'ailleurs, parce qu'il s'arrange pour. Il fait croire que c'est de Socrate, mais en fait, c'est Agathon qui le dit. Il n'a pas peur, lui, de passer pour une femme. C'est Socrate qui passe alors pour un hystérique. Il refuse sa flamme à quelqu'un qui lui a déclaré la sienne. Il le fait analyse. Que c'est l'analyste? Alors, en écrivant la phrase, je me suis rendu compte qu'on la prononce. On peut l'écrire de deux manières. Donc, que c'est l'analyste? On peut l'écrire S-A-I-T, bien C'-E-S-T. Qu'est-ce que c'est l'analyste? Qu'est-ce qu'il sait l'analyste? L'analyste sait que c'est le sujet supposé savoir qui est censé opérer dans l'analyse. L'analyste doit alors se poser de manière à ce que l'analysant puisse se mettre au travail. L'analyste se pose comme le vide, le rien. Jacques-Alain Miller met en relation dans son cours du 6 mars 91, celui qui est là, cette phrase qui manque au commentaire du banquet. Socrate sait qu'il ne détient que la signification qu'il engendre à retenir sur rien. On ne sait toujours pas, à la fin du banquet, quelle est la théorie de Socrate sur l'amour. Il a laissé parler tout le monde, mais il n'a rien dit. En fait, il a dit rien.
tout en disant dès le début, la seule chose que je peux avoir, c'est quelque chose sur l'amour. Je pense à ce professeur qui m'a dit hier, professeur de sociologie, qui me disait, moi, je suis très timide, mais alors quand j'enseigne, aucune timidité, et pour draguer non plus. Mais souvent, il parle quand il parle. Oui, mais il parle. Pourquoi tu dis qu'il dit rien? Mais il ne dit rien de l'amour. C'est pas sa théorie qu'il dit. Il dit la théorie, il donne la parole à Diotima. C'est donc une femme, je suis désolée. Une femme. Bon, en fait, c'est pas tout à fait une femme, c'est une prêtresse. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une femme? On n'est pas encore au courant. Le ressort du transfert pour Miller, c'est le mode de rétention de ce rien. Il écrit ainsi avec le S barré entre parenthèses pour imaginer retenir le rien et puis une double flèche de production. Qu'est-ce qu'il met là? Ah ben, je peux l'écrire ici peut-être si vous voulez. Je vous mets. Attends, merci. Alors, je vous mets ici dans la caisse de pension. Hein. C'est peut-être, oui. Non, parce que. Ah oui, alors, je vais le recopier juste. Il le met entre parenthèses, hein, mode de rétention du rien. Au départ, c'est ça. Donc, dans la classe de l'analyste, pour la fin, d'abord celle-ci, et puis après, il met S barré, celle-ci, et puis qui entraîne le A, et là, il y a le mirage. Il met mirage. Puis après, pour devenir ensuite celle de la présence réelle de l'analyste, où il met, alors toujours là, et c'est la présence, donc c'est celle-là. Il met la flèche là. Hein, il met la flèche là-dessous, et puis il met comme ça le A sur la jouissance barrée. Et puis, Miller termine en déclarant ceci: quand Lacan forgera la théorie de cet objet A, il faudra qu'il préserve le rien dans le A, et c'est ce qui le conduira à dire que ce A est l'enveloppe de la castration, mais en même temps, il pourra lui conserver sa présence de plus de jouir. Alors, on lira avec bonheur la remarquable introduction sur l'objet A de Lupelli. Est-ce que le A serait l'agalma de l'analyste? A, agalma, analyste. Parce que quand même, analyste aussi, ça signifie celui qui défait. Et on a la chance d'avoir appris quand même que dans la psyché, on a peut-être intérêt à pas trop défaire et à soutenir. Bon, bref, Lacan précise à la fin de subversion du sujet, dialectique du désir, page 827, c'est ça vers quoi on arrive à la fin, qui n'a pas pu terminer dans la communication de Grunewald la fin de son texte sur la castration. On peut donc prendre cette phrase énigmatique comme une question à travailler en lien avec la question actuelle de la passe. Et c'est ce que dit Lupelli ici. À la fin, tout à la fin de son texte, il dit Socrate, tu es un insolent, dit Agathon. C'est le jugement de Dionysos que nous aurons recours. Dionysos, c'est le jugement du vin. Hein. Le jugement aura lieu à la fin lorsqu'Alcibiade témoigne des effets que le discours de Socrate a eu sur lui. Alcibiade est le passeur, Socrate le passant, et c'est le banquet le jury. C'est en effet Socrate qui peut rendre compte d'avoir fonctionné grâce au témoignage d'Alcibiade comme désirant d'autres choses, là où les autres le voient comme l'éroménos. Et c'est ce pourquoi le rôle de Diotima est fondamental. C'est Socrate qui fait l'expérience, quitte à incarner lui-même un déchet de ce que c'est que de désirer, après s'être défait du désir de. Pouvez-vous relire la dernière phrase? Oui. Alors, très bon métier. Donc, c'est Socrate. C'est celle-ci seulement? Non. Tout la structure. Parce qu'en fait, il parle déjà là avant, il dit la dette de Socrate par rapport au banquet, par-dessus le marché, nous savons que Lacan introduit ainsi la procédure de la passe, à propos de la Galma, procédure qui a la structure d'un vice, comme Lacan a pu l'indiquer, mais qui a aussi la structure de l'amour à trois. Alors là, d'abord, je me suis dit, mais de quoi parle-t-il? Mais bon, il est très litige, hein, quand même. L'amour à trois, c'est le passeur, un psychanalysant, raconte à un jury ce que celui qui veut devenir analyste lui a à son tour témoigné des effets de son analyse.
Pour le banquet, nous avons connu une structure similaire, d'autant plus que c'est au début du dialogue et à propos du remplissage de connaissances d'Agathon par Socrate, ça passerait comme ça de l'un à l'autre. Décidément, nous n'arrêtons pas de revenir sur ce propos initial inaugural, qu'Agathon fait allusion au juge. Face à la réponse ironique de Socrate, on lit « Socrate, tu es un insolent, hubris thesei », dit Socrate, dit Agathon, c'est au jugement de Dionysos que nous aurons recours. Donc, le jugement de l'alcool. Ce qui fait que c'est vraiment de l'alcool. C'est pour ça que pour le TIA, franchement, moi, je propose qu'on relise une fois à la lumière de l'alcool. Les banquets, ils sont tous très arrosés. Bah oui, oui. C'est tout le temps. Ah oui, mais pratiquement d'avoir un truc qui fait un côté du c'est quoi un seau d'eau, un seau de vin. Bon, je pense que le vin n'était pas tout à fait le même goût, hein. De mettre un peu de Non, bière. mais l'effet. Mais l'effet était terrible. Ouais. Le jugement aura lieu vers la fin lorsqu'Alcibiade témoigne des effets que le discours de Socrate a eu sur lui. Alcibiade est le passeur, ça c'est intéressant, hein. Socrate le passant, et c'est le banquet le jury. C'est en effet Socrate qui peut rendre compte d'avoir fonctionné grâce au témoignage d'Alcibiade comme désirant d'autres choses, là où les autres le voient comme l'éroménos, donc ça veut dire l'objet du désir, le désiré, et c'est ce pourquoi le rôle du biotime est fondamental. C'est Socrate qui fait l'expérience, qui a incarné lui-même un déchet de ce que c'est que de désirer, après s'être défait du désir. Donc, ça veut dire que c'est Diotime qui le fait passer dans, voilà. dans l'Héroménos à l'Érastès. Donc, qui est l'analyste? Diotime. Ah oui. C'est difficile à localiser. Et entre Socrate et Diotime. Et donc, je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, c'est pas l'analyste qui fait l'analyse, c'est l'analysant. Et donc, on a vu quand même de grands analystes, dont on pourrait dire que les analystes étaient petits monsieur. Bon, merci. Merci. On va reprendre notre travail à partir de cette référence. J'ai dit maintenant. À partir du point où nous sommes arrivés. Alors, nous étions arrivés dans notre commentaire à la page 825. C'est très important le moment dans lequel nous sommes, parce que, au fond, si on rend compte de ce que l'on nous a dit, nous sommes dans un moment dans lequel nous rencontrons les limites de la position que Lacan développe dans cet écrit, qui est, comme je crois, un écrit frontière dans lequel la référence à l'autre arrive aux limites, et en même temps, il s'agit d'un écrit dans lequel quelque chose de la dimension de la jouissance commence à s'imposer. Nous l'avons vu dans plusieurs points. Nous l'avons vu, par exemple, dans la référence aux 10 premiers, c'est-à-dire un certain lien entre le langage et la jouissance. Nous l'avons vu à partir de la référence à la vocifération, qui a un rapport direct avec la jouissance. Et nous l'avons vu en même temps dans le tentative extrême que nous avons référé l'autre fois, qui se produit à propos de la question du phallus dans l'élaboration que Lacan nous propose dans cet écrit, dans lequel il arrive à marquer un mouvement de positivisation du phallus dans le passage du phallus imaginaire au phallus symbolique. Que quand nous avons parlé de ça, nous avons dit que d'une certaine façon, on pourrait penser à ce phallus symbolique comme une précurseur de la jouissance phallique. Mais ce que constatons, au fond, dans cet écrit et aussi dans la partie finale de cet écrit, c'est qu'il y a un problème pour Lacan, jusqu'à ce moment, à aller au-delà de la jouissance phallique. Ça, c'est le point critique de cet écrit. Et c'est le point autour duquel Miller aussi, dans son commentaire, insiste.
C'est-à-dire, il n'arrive pas à ouvrir son discours à la dimension de la jouissance féminine. Donc, ça, c'est le point fondamental que je pense qu'il serait important de cerner dans notre conclusion de cet écrit et dans la discussion qu'on pourra faire à partir des références de Miller. Je vais reprendre le point où nous sommes arrivés à la page 825, après tout le discours relatif à l'Agalma, qui présente une structure un peu particulière dans ce fonctionnement. C'est-à-dire, d'une certaine façon, on pourrait écrire la fonction Agalma, comme le fait Miller, avec cette... vous avez une... À côté, il est là. Avec ce type de structure. L'objet et le même on doit toujours penser que là va de quelque façon se placer dans le point où la castration se structure, comme quelque chose qui va taper le rapport avec la castration. Et donc, chaque fois qu'il y a l'Agalma, il y a en quelque partie une référence cachée à cette dimension. Et on doit le tenir en compte toujours, je crois, ce temps. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Lacan, en continuant dans la lecture que nous avons laissé dans le 5e période de la page 825. Il nous donne une référence qui est importante à la question féminine, mais toujours pensée à la lumière de la logique phallique. Il nous dit, telle est la femme derrière son voile. C'est l'absence du pénis qui l'a fait phallus, objet du désir. C'est classique dans l'enseignement de Lacan. C'est-à-dire, la femme devient objet du désir à partir de l'absence du phallus, du pénis qui l'a fait phallus. Et il ajoute une observation clinique très, très subtile. Il me semble que quelque chose de similaire, il le fait dans la direction de la cure. Il nous dit évoquer cette absence d'une façon plus précise en lui faisant porter un élément postiche, sous une travestie de balle. Et vous, ou elle, nous en direz des nouvelles. L'effet garanti au 100%. Nous l'entendons auprès d'un sans embâche. Donc, ça, c'est important, non? Les 2 millions postiches révèlent quelque chose de cette structure, d'une certaine façon, au niveau de la causation du désir. Ça me semble très important. Et donc, nous sommes à l'intérieur d'une logique phallique pour lire le spécifique de la position féminine. Et puis, il continue en se référant précisément encore à la structuration qu'on trouve dans le banquet, que Lacan a traité dans le séminaire 8 de façon spéciale. Il nous dit, c'est ainsi qu'a montré son objet consacré, Alcibiade parade comme désirant. La chose n'échappe pas à Socrate. Pour un autre présent parmi les assistants Agathon, que Socrate, précurseur de l'analyse et aussi bien sûr de son affaire en ce beau monde, n'hésite pas à nommer comme objet du transfert, mettant au jour d'une interprétation le fait que beaucoup d'analystes ignorent encore. Et l'effet d'amour-haine dans la situation psychanalytique se trouve au dehors. Donc, ça rentre en jeu la dimension de l'interprétation de Socrate. Et aussi, on peut dire, ça fait écho à l'interprétation que Socrate fait autour de la passion d'Alcibiade vers lui. Quand il lui dit, mais ce que vous dites de désirer, c'est rien. Il y a vide dans ce lieu. Donc, ça, c'est l'opération analytique par excellence.
quand l'analyste marque cette dimension de vide causative, non, qui est au cœur de la dialectique du désir. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il a dit ça, c'est une première version d'une interprétation analytique. Et ça rend raison de la référence ancienne de Lacan à Socrate comme incarnation de l'analyse. Il y a déjà plus ancienne, on la trouve par exemple dans l'écrit Intervention sur les transferts. Et on la retrouve de façon très forte dans tous les séminaires 8. D'accord? Ça, c'est très important. Et puis, il continue ses propos avec des autres considérations cliniques. Quand il nous dit, mais Alcibiade n'est nullement en névrosé, et pas en névrosé. C'est même parce qu'il est le désirant par excellence, et l'homme qui va aussi loin qu'il se peut dans la jouissance. Il peut ainsi, à la pointe d'une ivresse instrumentale, produire au regard de tous l'articulation centrale du transfert, mise en présence de l'objet paré de ses reflets. Ça me semble aussi très important et fait écho à ce que avait souligné Violaine. Et il ajoute, avec cette référence au banquet, il n'en reste pas moins qu'il a projeté Socrate dans l'idéal du maître parfait, qu'il a complètement, par l'action de moi en fille, imaginarisé. Donc, il nous montre aussi ce niveau de la question transférentielle qui entre en jeu dans les discours d'Alcibiade sur Socrate, c'est-à-dire l'idéalisation de Socrate dans la position du maître parfait qui cache la castration. C'est l'opération pervers par excellence. Non? Imaginariser l'autre en cachant la castration. C'est ce que avec des autres mots, Lacan avait souligné dans cet écrit en parlant de la clinique de la perversion, de la fonction du phallus imaginaire dans la perversion. Ça, c'est très important. Et puis, il y a une partie dans laquelle c'est intéressant la façon de répondre le thème du fantasme dans ce texte. Parce qu'il a dit ça. Chez le névrosé, le moi en fille se glisse sous l'esbarré du fantasme, favorisant l'imagination qui lui est propre, celle du moi. Donc, il nous montre cette opération comme spécifique du névrosé, c'est-à-dire le glissement, la castration moi en fille se glisse sous l'esbarré du fantasme, et cette opération de glissement construit le règne du moi névrotique. Ça, c'est important. Et il nous ajoute, c'est la castration imaginaire, le névrosé l'a subi au départ. Car la castration imaginaire, le névrosé l'a subi au départ, c'est elle qui soutient ce moi fort, qui est le sien, si fort, peut-on dire, que son nom propre importune, que le névrosé est au fond en son nom. Ça c'est fort, c'est très subtil. D'abord, la castration imaginaire, le névrosé l'a subi au départ. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui s'est joué du commencement. Par le fait de réunion originaire, de l'introduction du nom du Père, de la loi. Et donc, toute la question pour le névrosé, c'est comment répondre à cette opération dans sa vie. Et la construction du moi fort, qui est au cœur de son fonctionnement imaginaire, devient sa façon de traiter tout ça. Et traitement qui est soutenu par le fantasme. Ça, c'est très important. Mais il nous dit, au fond, le névrosé est en son nom. Oui.
Comment tu comprends? C'est un peu énigmatique. Oui, parce que moi j'ai trouvé donc, dans cette petite paragraphe, qui est quand même assez forte, je l'ai trouvé, parce que c'est condensé. La première partie qui dit chez les névrosés, les mois fixés glissent sur les. Là, je trouve que ça, c'est la formulation du fantasme, c'est-à-dire c'est glisser, passer, et là, on peut trouver l'articulation de la chaîne signifiante qui va dire blablabla. Mais son nom, alors, à quoi, de quel nom il parle? Oui, ça. C'est ça ma question, parce que ce n'est pas les noms propres, mais de quel nom? C'est un nom énigmatique, effectivement. Est-ce qu'on pourrait dire que ça a à voir avec cette volonté de se faire un nom tout le temps chez les névrosés? De se faire reconnaître. Fantasmatiquement, il y a ça. Pour certains, ouais, l'autre, le psychotique n'a pas besoin. Moi, je me demandais si je ne jouais pas aussi sur comment dire, chez les névrosés, sur la question de l'Oedipe et le nom qui est dans l'Oedipe, sans le nom, c'est comme parce qu'il fantasme la perfection le névrosé, il est sans le nom, mais c'est une pure question Peut-être, c'est une possibilité. il joue sur le nom NON, NOM, si tu n'as pas de NON, tu n'as pas de NOM. C'est une possibilité de lecture. C'est une possibilité de lecture. Je me suis demandé s'il était en balance le mémoire avec le nom. Hein, il y a un peu de ça. Parce que le gonflement du moi, ou enfin, Oui, et il y a comme une tension dans cette phrase, c'est-à-dire d'un côté, le moi soutenu par le fantasme, de l'autre côté, sans nom. C'est-à-dire, d'une certaine façon, l'opposé. Quelque chose de vide, sans nom. Est-ce que l'un entraîne l'autre? Il laisse un nom, mais il y a un moi. Il y a un moi. Est-ce que les noms, je ne sais pas ces questions sans nom, parce qu'il écrit d'une manière très particulière. Il écrit en majuscule avec un trait d'union. Alors, est-ce que je me suis dit, est-ce qu'il parle du nom de l'objet du désir? Parce qu'en fait, ce qui s'église et qui en trouve pas, comment, là on le voit aujourd'hui avec toutes ces questions identitaires, là on a l'impression de savoir qui on est. Donc, les trames du révotique, c'est une espèce de glissement des lettres. Je me suis dit, parce que comme c'est en majuscule, on n'a pas les noms de l'objet du désir qui viendra définir notre existence vis-à-vis du désir de l'homme. En fait, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, avec toutes ces questions identitaires, on a l'impression qu'on voit tous les problèmes qu'il pose. Est-ce que c'est pas ça? C'est-à-dire les sans nom, c'est-à-dire sans nom en relation à l'objet du désir qui viendra nous définir totalement. C'est une question. Moi, j'ai relu la patron du névrosé, ce texte de Jacques Alain. Il faisait écho, là sur la fin, dans ce grand nom, quand il dit seule la différence peut justifier mon existence. Cette façon de névrosé sur son manque à être, pour revenir sur ce que disait Muriel, le névrosé doit inventer sa raison d'être. Et que seule ma différence peut justifier mon existence. Il dit ma différence, ce manque à être, ce non à avoir, et tout ce que j'ai. C'est ça. C'est ça. Au fond, ce qui inaugure l'expérience analytique, c'est le fait que le sujet rentre dans les dispositifs, le sujet névrotique, fait l'expérience d'une vacillation fondamentale en rapport à quelle est sa position. Ils ne savent plus qui est-il. C'est ça la question. Et le fantasme ne peut pas être le nom névrosé. Oui, C'est ça. c'est ça la question. Et au fond, quand l'analyse commence, il y a un effet de vacillation dans le fantasme aussi. Il n'est plus suffisant pour le sujet à définir sa position, son être. Et donc, ça me semble la question. Au fond, d'une certaine façon, l'analyse est dans la tête du névrotique, un procès dans lequel il est à la recherche
de la façon de se nommer. Non? On peut dire ainsi aussi. Oui, je sais. Cette confusion cherche la façon de se nommer en en passant par l'autre, en croyant que c'est l'autre qui va avoir le fameux mot qu'il est. Ouais, non, il doit expérimenter qu'il n'y a pas. C'est pour ça que je trouve que le choix du verbe qu'il utilise, glisse, c'est fondamental. Oui. L'absent. C'est-à-dire l'absent. Ah oui, oui, bon. Voilà. C'est-à-dire que ça permet d'introduire, parce que Lacan, c'est la question de la chasse. Oui. Et on peut travailler. Le son nom, comme c'est écrit, ça fait écho à comme on écrit le nom du père. Oui. Avec trait d'union et majuscule, Oui, d'un côté. Et puis de l'autre, pour répondre à Sandra, le début de fin du texte, c'est son nom propre l'importune. Oui, oui. Donc moi, je peux pas ne pas relier son nom propre l'importune avec le sans nom. Oui. Donc le mettre arranger le sans nom du côté du nom propre. Oui. Non pas qu'il n'a pas de nom propre, mais qu'il aimerait bien ne pas en avoir, enfin, ou que ce soit pas celui-là, puisque son nom propre l'importune, donc il en a quand même un, mais ça l'importune. Donc il est du côté du sans nom. Parce que les noms propres, c'est parce que les noms propres qui l'importunent, ce ne sera pas le désir de l'autre. C'est là où on va s'inscrire. Oui. C'est-à-dire la question du fantasme va se jouer là, par rapport à ces questions, qu'est-ce qu'il veut l'autre, non? Que veut l'autre, ouais. Et la suite, Oui, c'est ça. J'essayais de le dire, mais je voulais le dire mal et je ne voulais pas le dire finalement. la suite de la phrase nous éclaire un peu. Son nom, oui, ce moi que certains analystes choisissent de renforcer, c'est sous ce quoi le névrose découvre la castration qui est liée. Je crois qu'il y a vraiment un lien, le son nom, la négation de la castration, et puis ce moi qui est la somme des non seulement des identifications, mais qui est la somme des désirs que l'autre a pour le sujet, qui le couvre complètement et qui vient justement couvrir le nom de la castration. La castration qui est une assomption d'un manque symbolique. Non? Oui, oui, ça éclaire. Ça éclaire. Non, c'est important le fait sans nom, c'est écrit majuscule, parce que nous donne encore l'idée d'un mirage que l'analysant recherche. Le nom propre arrivera à la fin, quand nous serions au-delà de cette attente de recevoir une norme qui s'entraîne dans l'universel. Et ça rejoint ce que tu as dit, à mon sens, tout à l'heure, c'est que là, Lacan est encore pris d'essayer de se dégager justement de l'Oedipe, de toute la question de la castration, de phallus comme principe organisateur, seul principe organisateur. Donc, on voit les difficultés qu'il rencontre avec ce modèle-là que Alexandra nous décrira. Oui, absolument. Et sans qu'on voit toute la fin de ce texte pousse vers l'impasse, l'impasse du phallus organisateur de la jouissance. Oui, on peut dire, c'est la tentative extrême de récupérer la jouissance dans l'ordre phallique. C'est ça. Il y a quelque chose qui rentre pas. Oui, c'est ça la question. C'est ça la question. Et Thomas, il ouvrait sur la question de la petite différence que j'avais jamais entendue comme ça, qui n'est pas du côté du nom propre, mais qui est du côté de l'avoir que le névrosé n'a pas. Donc c'est un peu c'est ça, peut-être ça qui est entraîné une forme de confusion entre ce qui est de l'ordre de l'être et ce qui est de l'ordre de l'avoir. L'article de la petite différence, elle est du côté de l'avoir. Enfin, alors que le sans nom, c'est pas du côté de l'avoir, c'est du côté de la nomination, enfin, symbolique. Ça. Là, je ne sais pas si toi tu veux le remettre, mais on est à une semaine depuis Paul. Je trouve que ces dernières pages sont vraiment dans les cœurs de cette question.
Parce que ce qu'on dit du côté de névrosé, ce que nous on pense que c'est attention, c'est ce qui se joue aujourd'hui du côté de l'identité, de cette voiture, de cette nomination, de l'autonomisation. Et je pense que c'est très intéressant de voir dans ces dernières pages ce qu'il dit, les dangers de récupérer donc, la jouissance d'un seul côté. Oui, oui. Je pense que c'est ce qui va se jouer. Et comment les analystes ils peuvent continuer à travailler dans ce champ. Oui, d'une certaine façon, ça dépend, c'est-à-dire ce passage que va produire après ce décrit vers la logique du patou, c'est la condition qui permet à l'analyste aujourd'hui de travailler. Ouais. Parce que si on reste dans cette perspective, non, strictement infallible, c'est vraiment au limite de l'impossible, la pratique analytique. Oui, mais C'est beaucoup les analystes qui font ça. c'est une sacrée provocation, un sacré renversement, parce que même les formons dans l'analyse, c'est pas si ça va pas de soi de faire ce renversement, et on le voit encore, on en parle hier soir, par le discours sur l'écologie, qui veut un discours d'interdit, de privation, etc., qui reste dans la logique humaine, de castration, etc. On vit, il y a quelque chose d'anti-naturel, je crois que c'est le terme hier, il y a quelque chose d'anti-intuitif de penser à l'envers de la castration, à l'envers de l'audit. Et c'est toute la difficulté que je trouve à la fin de ce texte et avec l'éclairage de Jacques Alain. C'est ça que je trouve génial. Et qui est aussi un défi pour chacun d'entre nous. Enfin, pour moi, c'est. Oui, parce que nous sommes du bien. Pas tous. Pas complètement, Pas mais complètement. il y a, Pas tout de il suite. y a Je suis pas sûre. fils du patriarcat et quelque chose en nous pousse dans cette direction. Mais pas complètement. C'est comme dire que ça, de ne pas être dans la logique, est-ce que ça peut vraiment être un système pour tous? Ou est-ce que c'est une expérience singulière, particulière au champ analytique lacanien? Parce que tout le reste nous montre que c'est extrêmement compliqué de s'en extraire. Et tout fonctionne quand même s'il y a une chute du patriarcat, enfin de la figure du père, et ça, c'est remplacé par d'autres identifications, d'autres groupes, Mais la réponse n'est pas la même. C'est-à-dire la réponse identitaire, je ne sais pas, elle n'est pas trop du côté des livres. C'est du côté, parce que les livres, c'est un équilibre, c'est quelque chose où on laisse le sujet, dans un terme analytique, quelque chose de ne pas savoir. Donc, on se met à réponse. Là, on a la réponse. Et on y va. Et c'est la fragmentation. Pas des divisions. Non, Pas des sens. pas des divisions. Donc, on voit dans les textes, je ne sais pas, parce que je dois lire les textes pour les comprendre. C'est pour ça que je suis très. Les travails des collègues avec une patience parfois pour attendre que quelque chose puisse surgir du côté d'une question. Oui, petite. c'est ça. Et ça, c'est la nouvelle clinique, la clinique contemporaine. C'est-à-dire, ce n'est pas donné de départ une division entre l'énoncé et l'énonciation. Oui, c'est ça. C'est l'effet d'une production. Oui. L'effet d'une production dans un travail préliminaire, avec beaucoup de patience, c'est longue. Ce n'est pas quelque chose qu'on produit dans 2, 3, 4 fois. Oui, avec les névrosés, peut-être encore oui, mais avec des autres sujets, c'est beaucoup plus compliqué la question. Et ça a des effets aussi au niveau de la question du transfert. Si, parce que effectivement,
cette clinique, la structure sujet supposé savoir n'est pas référable dans tous les cas. Et on se trouve à travailler avec un fonctionnement du transfert avec beaucoup de personnes qui ne passent pas à travers de sujets supposés savoir, mais plutôt par des autres biais. C'est très juste, je pense que c'est très juste de repérer qu'il y a un problème avec la question de l'attention. Je reviens vers la fixation d'image, enfin quelque chose de et de comment introduire quelque chose qui est là-dedans. C'est pour ça que Hilaire revient, enfin Lacan revient à la fixité et à cette puissance de l'image qui est donc qui est proche de la jouissance, de l'itération. C'est ça que je trouve intéressant de ce que tu m'as dit. D'une certaine façon, on peut dire que le passage en Ferrat, ce texte, c'est de l'Aufhebung au Fixierung. Il y a un retour à la fixation freudienne de 3 essais sur la théorie sexuelle. Il y a une autre idée de la question. Mais c'est intéressant de suivre Lacan ici parce qu'il porte à l'extrême cette opération de dialectique dans laquelle il cherche de trouver une place à la jouissance à l'intérieur de cette dialectique avec l'autre. Ça, c'est vraiment une opération extrême. Et il ajoute à propos de cette question sur la castration qu'on avait touchée, ce que les neurosés ne veulent pas et ceux qui refusent avec acharnement jusqu'à la fin de l'analyse, c'est de sacrifier sa castration à la jouissance de l'autre. Et lui le sent faire bouillir. Ça, c'est très important. On entend la criticité. Oui. Sacrificité. La sacrificité. Sacrificité. Mais il y a cette question de la jouissance de l'autre qui est toujours à l'horizon du névrosé, qui l'autre de lui. Et donc, la question de céder sur la castration, c'est obstaculé par cette consistance de l'autre jouisseur, on peut dire. Et pas que pour la réponse, c'est aussi un sacré problème, la jouissance. Ah, mais dans le psychologie, ça devient une certitude. Pour les névrosés, c'est une croyance. Une croyance que le fait souffrir, qu'introduit du malaise continu, une rage, une ambiguïté, ambivalence vers l'autre. Et tout l'analyse jusqu'à la fin, c'est juste, effectivement, cette observation jusqu'à la fin de l'analyse, le névrosé vit dans cette drame en relation à ça. Ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça que c'est la trilogie tragique, et puis après, c'est le drame satirique, la passe. Oui. La passe introduit quelque chose de la trilogie, effectivement. Poussant aussi à la structure du mythe. C'est important. Et puis, on peut dire que la dernière partie du texte est dédiée à la question de la castration. C'est très important de voir quel est le traitement de la question de la castration que Lacan nous propose ici. Et il nous dit, et bien sûr, n'est-il pas tort, car encore il se sent au fond ce qu'il y a de plus vain à exister, humain à être ou en intro. Pourquoi sacrifierait-il sa différence, tout me passa, à la jouissance d'une autre qui, ne l'oublions pas, n'existe pas? C'est tout le doute du névrosé, effectivement. Oui. Et si par hasard il existait, il le jouerait. Non. Et c'est là que le névrosé ne veut pas, car il se figure que l'autre demande sa castration. C'est ça, la
À l'horizon, il y a cette demande de l'autre qui demande la castration du sujet, hein, le sacrifice. Il continue, c'est dont l'expérience analytique témoigne, c'est que la castration est en tout cas ce qui règle le désir dans le normal et l'anormal. Ça, c'est la thèse fondamentale, hein, qui est à la base de cette position de Lacan qui est classique pour lui, c'est-à-dire la castration est la règle du désir. Sans castration, il n'y a pas de désir. Ça dit quelque chose du rapport entre le désir et la loi, sur lequel Lacan a articulé son enseignement classique à ce propos. Et puis, il ajoute, à condition qu'elle aussi l'alterner de Esbarré et Pita dans le fantasme, la castration fait du fantasme cette chaîne souple et inextensible à la fois par quoi l'arrêt de l'investissement végétal, il ne peut guère outrepasser certaines limites naturelles, prennent la fonction transcendantale d'assurer la jouissance de l'autre, qui ne passe cette chaîne dans la loi. Ça, c'est une phrase un peu plus complexe. Mais il me semble que la question de fond, c'est la même. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'arrêt de l'investissement objectal, non? Quelque chose qui introduit un signe noir, comme condition pour assurer la jouissance de l'autre. Le névrosé est toujours dans ce mouvement. Il a besoin de se fabriquer l'idée, la croyance que l'autre existe, qui veut jouir de ça. Et pour ça, il est disponible à sacrifier ces investissements végétaux. Pour les névrosés, c'est une bonne cause. C'est-à-dire faire exister cet autre lui, au prix du sans sacrifice pulsionnel. Au fond, c'est ça la question. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sacrifice, au prix de ce sacrifice pulsionnel, c'est précisément de ne pas sacrifier. Oui, C'est exactement ça. C'est ça l'astuce. oui. C'est la ruse. La ruse de la raison. C'est ça à laquelle je réfère. Les désirs. Oui. En fait, ce dont il s'agit, c'est ça. Oui. Donc, il faut le maintenir. Je pense qu'il le faut très bien. Ben oui, Il s'agit ça. absolument. Parce qu'on laisse tranquille Oui. un peu l'autre pour pouvoir s'enfuir Oui. tranquillement et faire un petit peu Absolument. avec son désir. C'est ça la question. C'est ça la Mais question. j'aime bien ta question aussi. La question, pourquoi tout l'enseignement d'accord, c'est quand même soutenir que la question du désir est liée à un manque et à des choses comme la castration, etc. Alors que lorsqu'il basculera vers le pas-tout pourra être le soutien de la question du désir, pas-tout, mais qui n'a plus rien à voir avec l'interdit, la castration. C'est ça qui est génial. Oui. Ça t'oblige de sortir de notre névrose. D'une certaine manière. C'est tu peux. Pas tout. C'est le prix du sacrifice personnel. Les prix à payer, c'est justement à payer, c'est justement cela, c'est ça? Oui, c'est ça le sens. Oui, c'est ça le sens. C'est-à-dire le névrosé est disposé à se sacrifier au niveau libidinal pour préserver l'intégrité de la jouissance de l'autre. C'est pour ça qu'il utilise cette expression à propos de la jouissance de l'autre, fonction transcendantale, c'est-à-dire la condition de possibilité de la vie du névrotique, c'est précisément assurer la jouissance de l'autre. Ça, c'est important. Condition transcendantale. Et pour cela, il faut les sacrifices fonctionnels, c'est ça? Oui, oui, payer le prix. Payer le prix. Et
il ajoute il me semble arriver presque à la fin. Qui veut vraiment s'affronter à cet autre sur la voie d'éprouver non pas sa demande, mais sa volonté. Oui. Ah, Et alors, il introduit deux possibilités. Hein. Ou de se réaliser comme objet, de se faire la momie de telle initiation bouddhique, c'est-à-dire la réduction en l'état d'un objet. Ou de satisfaire la volonté de castration inscrite dans l'autre, ce qui aboutit au narcissisme suprême de la cause perdue. Donc, ces deux perspectives, tous les deux sacrificielles, hein, qui trouvent, selon Lacan, dans la voie du tragique grec et du christianisme du désespoir, deux expressions extrêmement bien réussies dans le champ de la littérature. Ça, c'est très important. C'est intéressant en observation qui fait Miller, c'est-à-dire dans la classe antérieure à la classe qui va commenter Alexandre, c'est-à-dire ce qui Lacan ne peut pas prendre en considération dans ce texte, dans ce point, c'est de laisser tomber l'idéal de la virilité, non? C'est-à-dire d'aller au-delà de tout ça. Il n'est pas aussi fort qu'Alcibien. Ouais. Et donc, il arrive à la phrase finale, qui est la phrase non, formidable, qui est un condensé de tout. Oui. La castration veut dire qu'il faut que la jouissance soit refusée pour qu'elle puisse être attendue sur l'échelle renversée de la loi du désir. C'est la phrase formidable. Il nous présente effectivement la structure de votre vie au niveau de la question de la jouissance. Parce qu'aujourd'hui, en premier temps, il y a le refus. Il y a le 6 mois comme condition préliminaire à une récupération sur l'échelle renversée de la loi du désir. C'est une scène à Hegel, je veux dire, qui Lacan cherche de maintenir dans sa façon de conceptualiser la jouissance dans son rapport à la castration dans cet écrit, à la fin de cet écrit. Bon, je pense on peut passer à Miller, à ce que Miller dit de ce Alexandra Miller. Non, tout d'abord. je vais dire quelque chose sur la leçon d'avant, parce que Miller donne des précisions qui préparent l'intervention qu'il y a là dans la classe suivante. Et un premier point important, c'est le déplacement du statut de petit a dans le fantasme, du statut imaginaire au statut chromatique et inassimilable, c'est-à-dire du statut du réel. Ça, c'est un passage essentiel pour comprendre ce qui se passe dans ce moment. Il souligne comme tout l'effort que Lacan fait aussi dans la structure du graphe du désir, c'est de maîtriser la pulsion dans le graphe. C'est un effort de maîtriser la pulsion réduite à demande, de quelque façon. Mais le limite qu'il souligne, c'est que Lacan reconduit la jouissance au complexe de castration, et en particulier dans la forme de l'interdiction du non à la jouissance. Non à la jouissance. C'est-à-dire dans le cadre strict d'une problématique édipienne. Ça, c'est le point essentiel. Il trouve comme point extrême de cette tentative l'invention du statut du phallus symbolique comme façon de positiviser quelque chose de la jouissance, mais il n'y a pas d'espace
pour l'au-delà de l'Édipe, hein, pour le partout, pour la jouissance féminine. Et il souligne que déjà dans le séminaire 11, on trouve quelque chose d'un peu différent. Parce que l'interdiction, par exemple, n'est plus la condition essentielle du fonctionnement de la jouissance. Et il commence à introduire le passage de la jouissance de l'autre à la jouissance du corps. Et puis, il nous dit que toute la dernière partie de suddation du sujet est articulée autour du non à la jouissance. Ce n'est pas jouir, mais c'est ne joue pas. Ça, c'est l'impératif, d'une certaine façon. Et donc, il dit que fondamentalement, ce qui se produit ici, c'est une lecture dialectique de la castration. Et ce qui commence à prendre forme à partir du séminaire 11, c'est plutôt la centralité de la dimension de la jouissance comme événement du corps. Hein? Et donc, dans ce sens, on peut dire qu'on passe de l'Aufhebung à la Fixierung dans la conceptualisation de la jouissance. Et donc aussi, un renfort à la conceptualisation autour de la question féminine, va au-delà de la logique de l'Aufhebung et aussi au-delà de l'interdiction et de la référence au Penisnau. Il y en a de là qui s'introduit comme perspective. Bon. Donc, je vous dis un peu l'essentiel qu'on trouve sur ce point dans la classe du 9 février 2011, qui est la classe qui vient avant du texte que nous présente Alexandre. Pardon, toi tu me parles du 16 février alors? Du 2 mars. Non, le 6, c'est la quatrième séance. Le 9 février, c'est la quatrième séance. Et ça, c'est la 5e séance, c'est le 2 mars. Il y a eu des vacances entre deux, c'était Il a eu des vacances. En fait, il en a pris. D'accord. Il a joui. Il a joui. C'est ça. Bon, c'était intéressant effectivement de prendre ce chapitre, ce cours de Jacques-Alain Miller qui date un moment de 12 ans, en lien avec ce texte de Lacan, parce que il essaye, ou en tout cas il nous dit un peu comment Lacan travaillait jusqu'à une certaine époque, et ce qu'il a fait après, hein, comment il a changé de paradigme concernant la jouissance. Voilà. Alors, dans ce cours, Miller commence par une question: pourquoi est-ce qu'on entre, pourquoi est-ce qu'on aspire à l'expérience analytique? Et il nous dit quand on ne sait pas très bien qui on est. Et on peut reprendre ça, si vous voulez, en haut, dans la page 826, quand chez Lévy-Rosé, c'est 10, etc., le signifiant, on ne sait pas très bien qui on est et qu'on aspire à l'expérience de parler et d'être entendu, et qu'on soupçonne en plus de la présence d'une multiplicité de signifiants sous le signifiant maître, c'est tout ce qui glisse dessous, hein, signifiant auquel le sujet est identifié. C'est-à-dire le S1, et sous le S1, on a un S barré, qui est un grand point d'interrogation, quand se manifeste une faille dans l'identification. Ça, je trouve très important. Je ne suis pas maître de ce que je suis. Alors, moi, il y a 3 mois que je reçois une carabinée, et elle vient exactement avec ça. Elle dit: je ne sais plus qui est aux commandes. Elle me dit ça, la première séance, je ne sais plus qui est aux commandes. C'est passé quelque chose dans sa vie, et là, mais quand je lisais ça, je me suis dit, mais welcome, c'est vraiment ça. Bref, s'il y a réponse dans le réel, par un acte manqué par exemple, c'est celle-ci: tu n'es pas celui que tu penses être. Donc Jacques-Alain Miller s'interroge sur la résistance du réel. Il revient là-dessus aussi à la fin de ce chapitre, ou à la fin de cette leçon, dont on fait l'expérience en psychanalyse par les limites de l'analyse, comme Freud l'a fait. Et ce qu'il a fait, qui a eu comme effet, c'est Freud qui
qui passe de sa première topique à la deuxième topique, qui passe à la topique du ça, du moi et du sou. Dans ce cours, Jacques-Alain Miller nous parle beaucoup du dernier enseignement de Lacan et de ce qui a été changé, transformé, élaboré là-dedans. Il nous parle du réel, il nous parle de la castration, il nous parle du phallus, de l'interdiction, en lien aussi avec la castration, de la jouissance féminine, de l'objet A, du symptôme et de la base. Rien que ça, en 10 pages. Donc c'est vraiment un truc concentré de chez concentré. Donc, il reprend la question du réel tel que Lacan l'a abordé dans son dernier enseignement, soit qu'il n'est pas sûr que ce réel est une essence, mais qu'il s'impose par son existence. Et ça, on passe là de l'ontologie. Et Jacques-Alain Miller avance que ce qui a permis à Lacan de s'arracher à lui-même en pensant contre lui-même, c'est la jouissance féminine. Dans un premier temps, dans les séminaires 18, 19 et 20, Lacan a cerné la jouissance féminine par rapport à la jouissance masculine pour ensuite en faire le régime de la jouissance comme tel. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Mais si vous reprenez le tableau de la sexuation que Miller reprend là-dedans, c'est toujours en référence à la jouissance masculine. La jouissance comme telle, comme non oedipienne, la jouissance soustraite à la machinerie de l'Oedipe, est donc réduite à l'événement de corps. Ça, c'est, si vous voulez, le passage que fait Lacan dans Domenico Viernupa. La jouissance oedipienne est celle qui doit passer par un interdit pour être ensuite autorisée. On croise un nom, N-O-N ou N-O-M, le nom du père. Hein. Lacan a isolé une part de jouissance qui ne répond pas à ce schéma et a parlé d'une jouissance insymbolisable, indicible, qui a des affinités avec l'infini. Il existe donc une part de cette jouissance qui est hors signifiant. Pour qu'elle ne soit pas dissible, elle doit être hors signifiant, donc hors langage, donc hors castration. Donc c'est ça, si vous voulez, le schéma qui fait. Il souligne l'antinomie de la jouissance et du langage. Il dit ça dans le texte Subversion du sujet. La jouissance est interdite à qui parle comme tel. Il nous dit ça à la page 821. Lacan, jusque-là, avait fait du principe de plaisir la limite de la jouissance, hein, limite que les signifiants transforment en une loi, et que cette loi, dit Jacques-Alain Miller là, se situe dans la culture. Ça, vous trouverez aussi un peu avant, quand il parle dans la page 825, car le désir est une défense d'outrepasser une limite dans la jouissance. La loi qui dit non, c'est interdit. L'interdit qui est constituant du désir, donc c'est ce qu'on vient de voir ou de lire maintenant avec Domenico, on désire ce qu'on n'a pas le droit de posséder. Cet interdit est aussi constituant de la jouissance en tant que constituant la marque de son interdiction. Vous trouvez ça à la page 824. Ce qui implique à la fois un symbole, le phallus, et son sacrifice, la castration. On en est là hein, dans l'enseignement de Lacan. Jacques-Alain Miller relève à ce moment-là un nœud très étroit entre le langage, la loi et le phallus. Toute représentation, dès lors qu'on la fait passer dans le langage, se trouve barrée, je laisse barrer, hein, et la barre est constitutive du signifiant comme tel. Le phallus devient le signifiant de la Aufhebung sémantique, il est le signifiant du pouvoir de signifiance. Alors là, vous mettez la oui, j'ai mis un point d'interrogation après ça, parce qu'alors, franchement, là, je pense qu'on peut anticiper pendant les heures et les heures. Je l'ai repris comme ça, mais ça demande et ça mérite beaucoup d'explications. À ce stade, donc au stade où Lacan en est là, sa linguistique est construite selon la logique hegelienne. L'Oedipe freudien est centré sur une interdiction destinée à élever et à sublimer le désir. Hein. Ce qu'il impose d'interdiction à la jouissance est fait pour permettre qu'on y accède d'une façon légitime. Donc, il faut d'abord interdire pour accéder à une certaine jouissance de façon légitime. C'est l'affaire des psychanalystes, à ce moment-là, Lacan dit, c'est l'affaire des psychanalystes de traiter la jouissance en la capturant par la castration, en ramenant les choses à la fonction grand-phi. À partir de là, on peut constater qu'il y a un reste que Freud a appelé les restes symptomatiques.
Cette construction de Lacan vacille. Quand il a isolé que la jouissance, ou ce qu'il a isolé de la jouissance féminine comme pur événement de corps. Là, il était très embêté avec ça, hein, parce que franchement, on est hors ça, on est hors tout ça. Ça ne passe pas par le langage, au sens où ça ne peut pas se dire, ce que je disais tout à l'heure, et donc ça n'est pas susceptible de castration. Pas de possibilité de dire, pas de passage dans le langage, hors langage, donc pas de castration, puisque le langage est la castration. Jacques-Alain Miller reprend les éléments du tableau de la sexuation pour mettre en lumière que chez les femmes, il y a quelque chose, ou enfin, dites femmes, il y a quelque chose qui n'est pas pris dans la castration. Et là, dans son cours, il reprend le fameux exemple de Emma Bovary, je pourrais vous en lire des passages, si vous voulez, mais aussi de Salammbô, en disant que Flaubert a tenté de montrer à quel point la sexualité féminine ne trouve pas sa place dans le monde de l'homme. Bon. Oui, et pourtant, dans le tableau sur la sexuation, c'est quand même un peu corrélé au phallus, la position féminine. C'est ça. C'est pas complètement décorrélé. Non, c'est bien ce que je dis avant, ça veut dire qu'il prend toujours comme référence la jouissance. Il prend toujours comme référence la jouissance masculine du côté de l'homme castré. Hein, il prend toujours ça comme référence. Encore à ce moment-là, il faut passer plus loin. Dans les tableaux de la sexuation, c'est encore comme ça. Alors, dans son dernier enseignement, Lacan disjoint la castration de l'interdiction. Il en fait deux notions. Il essaye de faire en sorte que la castration ne soit rien de plus que la négation logique, le fait qu'on ne peut pas tenir tous les signifiants ensemble. Il invite dès lors les psychanalystes, là, ça change, hein. Il ne dit plus qu'il faut opérer sur la castration, sur la jouissance liée à la castration. Il dit il invite les psychanalystes à se concentrer sur la jouissance comme événement de corps, c'est-à-dire comme échappant à la dialectique interdiction-permission, donc hors de castration. Il étend donc le continent, Lacan toujours, de la jouissance féminine à tout être parlant, en se rendant compte que ça fait partie, c'est part en tout cas de toute jouissance. Il a pu en dégager quelque chose qu'il a appelé le symptôme, qu'il a symbolisé par grand sigma, et avec lui, une certaine suprématie de l'inerte dans le symptôme, avec laquelle Lacan essaye de réconcilier le psychanalyste, de lui apprendre à faire avec. L'inerte dans le symptôme, l'inerte du réel. Lacan va jusqu'à remettre en question l'objet A, aussi, donc vous voyez qu'il nous a fait un florilège là, qui prospérait à l'abri du phallus, considéré comme jouissance complémentaire ou supplémentaire à la castration, pour dire que l'objet A n'est qu'un semblant d'être, qui semble donner le support de l'être et qui ne peut pas se soutenir dans l'abord du réel, d'où la différence entre être et réel. Le point de vue du symptôme, c'est que, alors on a, ça vous avez tout, il y a encore la page si vous voulez. Le point de vue du symptôme, c'est que la révélation de la vérité dans la passe, hein, donc la fenêtre du fantasme et la traversée du fantasme, laisse le réel intouché. Le réel est toujours intouché, malgré ça, malgré la traversée du fantasme. On peut revenir ici, si vous voulez, à ce qu'il disait au début de son cours sur la résistance du réel. Le réel est inerte, il est toujours là, il ne va pas disparaître hein, parce qu'on a traversé son fantasme. Ce réel n'est pas seulement inerte, il est engrainé sur la chaîne du symptôme. De développer c'est assez difficile, c'est un point de vue opposé à celui de la passe, et ça m'a quand même posé question qu'ils disent ça à la fin, hein, parce que même quand la signification donnée à la jouissance est évacuée, la jouissance demeure. Or, on a l'impression quand même que la passe, ce que j'ai compris, est un mouvement quand même, quelque chose qui bouge, qui dépasse, qui... C'est une énonciation. C'est une énonciation, ça c'est en ordre, mais en même temps, il y a un moment où le principe, le parcours analytique s'arrête ou s'interrompt, et quelqu'un demande à faire la passe. Donc il y a un pas, évidemment, il y a quelque chose qui est dynamique, qui bouge. Et là, il met ça en contradiction, si on veut, avec l'inerte du réel. Il dit la passe reste donc prise dans la machine de la transgression, alors que cette dernière ne tient pas quand il s'agit du véritable impossible, le réel.
réel de l'œuvre. Il s'agit donc qu'un sujet, à la fin d'une analyse, puisse cerner un certain nombre de points d'impossible pour lui. Et l'impossible est susceptible d'être démontré par la voie du réel qui, elle, se démontre au-delà de la vérité montrée. Voilà un peu ce que j'ai essayé de tirer de cette leçon de Jacques Alain Miller, qui va rester, qui reste avec des questions, hein, ça c'est clair. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, et c'est aussi ce que vous avez pris, ce que Thomas notait là pour la question d'aujourd'hui, c'est la castration, l'interdiction dans le désir, qu'est-ce qu'on fait avec ça, et dans la jouissance, et comment Lacan est passé de ça à ça. Excellent. Oui. La jouissance, donc, qui ne répond pas à la logique que dit Pierre, insymbolisable, indicible. Est-ce qu'on peut faire le lien avec la jouissance qui part du lieu de pas plus personne, hein, pas personne, qu'on avait travaillé avant, de la vocifération? Est-ce que c'est ça? Oui, je pourrais dire que oui. À mon sens, oui, c'est quelque chose qui échappe, qui est hors sens, hein, qui échappe à ça. Oui, c'est cette jouissance en plus, hein, dont parle Lacan. Hein, la jouissance en plus. Parfois, je pense que du fait que c'est des textes qui sont très complexes Oui. dans l'articulation, on peut vouloir en voulant, moi j'ai cette impression. Or, je retiens ce que tu as dit concernant parce qu'on travaille sur la question du graphe. C'est une écriture dont Lacan il a voulu logique. J'arrive pas à dire des mots français. Voilà. Oui, mais en même temps, localisé dans une topologie et la question du psychisme et un peu l'héritage psychanalytique qui vient de Freud. Alors, ce qu'on voit avec la lecture, c'est qu'on est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on est au-delà des... comment dire? Ce que tu as dit, hein, c'est ce qui nous permet, c'est au-delà de l'édit et de la castration comme opérateur unique, sans opérateur de la subjectivité, mais unique, pour dire ou interpréter la jouissance, la toute jouissance. Or, ce qu'il introduit là, c'est quelque chose quand il dit pas tout, or, et tout ce que ça, c'est hors cette structure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout attraper, ni par l'imaginaire, ni par les symboliques. Donc, il y a ce qu'il dit extraordinaire, ces questions de l'inerte. Mais oui, on ne peut pas traverser l'avenir. Non, non. Donc, quand on fait la passe, oui, à la fin de l'analyse, c'est un acte, on prend acte, il a quelque chose, la passe, c'est une autre chose. C'est une énonciation. Je me souviens pas mal de prendre cette place qui précise, au fond, cette contradiction, c'est ce qui pousse Lacan à changer son idée de la passe, introduire une autre façon de penser, de conceptualiser la passe en rapport à l'idée originaire. Précisément parce qu'il y a ce réel résiduel, résistant, qui disait dans certaine façon Freud dans l'analyse terminale infinie, il disait il y a toujours des manifestations résiduelles d'une analyse. Alors, ce que, au fond, peut-être qu'on peut dire que ce qu'au fond, Lacan produit dans ce moment de son après, sur le du sujet, c'est de faire de cette constatation, il y a des manifestations résiduelles, il fait de ça pas le point d'arrêt, mais le point de départ pour penser la passe. Et ça, c'est son virage en rapport à Freud et à sa conceptualisation de la passe. Parce que c'est quand on lit, par exemple, la proposition, il y a là une idée de la passe qui est plutôt en rapport à une
assumer un être structurel du sujet. C'est-à-dire, il passe un peu sur le modèle plénien d'une certaine façon. Des positions dépressives après la phase. Et ce qui montre, en développant la question, c'est que la phase peut se reformuler à partir de ce qu'un sujet fait de son rapport à sa jouissance. C'est là qui entre en jeu sur la question du symptôme avec Piaget, et de l'identification de son symptôme. Donc, c'est l'idée même de la phase qui change, qui vient à être reformulée. Moi, j'entends dans ce que tu as dit, Alexandra, quelque chose que ma voix demeure. Ça vous rappelle quelque chose? Il y a l'idée de passer de la jouissance à la joie. Donc, ça veut dire que d'une jouissance, c'est-à-dire de la souffrance, à l'idée de, ben ouais, c'est ça, mais c'est joyeux. C'est pour ça qu'à la fin, il parle beaucoup d'être sain. Je parle beaucoup, je suis gai, taquin, mais il dit d'accord. Et il n'y a pas souvent l'occasion de dire comme ça. Il se trouve un peu seul. Donc, être capable de se servir de sa jouissance, parce que j'ai toujours un problème avec cette jouissance qu'il ne faut pas. Donc, il y aurait l'idée de la jouissance qu'il ne faut pas et de celle qu'il faut. Parce qu'il n'y a pas de jouissance, on est mort, non? Bien sûr. Donc, l'idée là, ce serait dans l'inerte, ouais, on ne va pas pouvoir se plonger, mais on va pouvoir s'en servir. Je crois qu'elle est là la différence. C'est une jouissance qui est mise en jeu. Est mise en jeu dans quelque chose dont tu ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais qui n'est pas sollicite, ça fonctionne que pour toi, mais qui est mise en jeu dans le rapport, le lien social, mais qui a fondamentalement changé pas, elle est fixe, mais tu la mets en jeu. C'est pas fait que, même si à la base c'est que pour soi, la jouissance, c'est un partage pas, elle peut être articulée à l'autre. Je vais faire exprès de pas utiliser le terme, c'est pas dans une dialectique, c'est des rapports de jouissance. Oui, mais en même temps, c'est une bonne expression, je trouve, de dire de la mettre en jeu, parce qu'il s'agit de jouer avec ça. Oui. Hein, il s'agit vraiment de jouer. Hein, alors, sans te ficher de l'autre, il ne s'agit pas de ça, mais d'essayer de savoir le faire avec. C'est un peu ça. Hein, et puis, je pense que c'est drôle. Mais la mise en jeu, à mon avis, c'est un peu ça. Sinon, je reste simplement sur cette fixité auto-thérapie. Il ne se passe rien. Même une temporalité, je sais pas, c'est compliqué, c'est curieux. Oui, il y avait une autre chose que je pense que c'est important de développer un peu les logiques binaires. Oui. Pour partir par rapport à l'analyse aujourd'hui, concernant les attaques qu'il peut recevoir. Mais qu'il essaye de rendre compte de quelque chose qu'il voit aussi dans la clinique, c'est un constat clinique avec les signifiants et les structures qu'il a, donc masculin, féminin, mais pour dire qu'il a quelque chose de plus symbolique qui ne peut pas, c'est pour ça qu'après tout le monde est fou, vient dire qu'on est tous traversés par une jouissance qui ne peut pas tout être contenu par une structure symbolique qui est fondamentale. Parce que les structures symboliques qui viennent pouvoir contenir toute la jouissance, il me semble, je ne sais pas si vous êtes d'accord, sur le côté du totalitarisme. Et oui. Donc, je pense que c'est important pour nous aussi de pouvoir continuer à glisser dans les signifiants de l'époque pour pouvoir comprendre. Le réel résistant, moi, sémantiquement, ça n'a aucun sens. Le réel résiste à rien. Non, c'est ça. C'est justement tout l'appareil psychique, penser, le symbolique,
Ça réside. Non, mais Il existe. Il existe. il consiste parfois. Il insiste. C'est nous qui consistons à insister. Pas qu'à partir de nous, de toute façon. Sauf du corps, enfin, ça ramène à la question du corps. Le corps avec les événements du corps. Je vous propose de faire Quelques événements de soi. Ça marche. Ah, Alexandre. Il manque Alexandre qui parle. Alexandre est là, mais pardon. Vous êtes au parlant. Elle est bien arrivée. Voilà. Ah, pardon. Merci, Frédéric. Bon, on peut reprendre s'il y a quelqu'un qui a quelques interventions à faire. C'est le moment. Il se plaise à jamais. Moi, la question qui m'intéresse, c'est vraiment comment articuler le texte qu'on lit, qu'on a lu, avec cette dernière référence là, de Claire. L'un n'annule pas l'autre. Simplement, à quel moment unique est pertinent de l'usage, la dialectique, la question de la castration, etc. Et à quel moment on va s'en dégager pour pointer davantage cette jouissance qui échappe à la conscience de celui qu'on suit. Moi, c'est comment quel point de repère prendre pour manœuvrer ça? S'il y en a, Et c'est une question. L'autre point que je pense qu'on peut ajouter à ce qu'on a dit à partir de la lecture que Miller a fait de sous-version du sujet, en particulier de cette dernière partie. C'est comment on change la position de l'analyste en rapport à tout ça. Parce que c'est évident que il y a quelque chose qui bascule du côté de féminin dans la position de l'analyste. C'est le mytho lacanien. Le mytho lacanien, pas tout. Et donc, ça c'est important à référer, je trouve. Et nous savons que dans la lecture que Miller nous propose dans ce cours, d'être long, il marque un changement entre les périodes de l'enseignement de Lacan qu'il est possible de reconduire à ce qu'il appelle une ontologie sémantique, non? Et une époque à partir de laquelle on entre dans une autre perspective, qu'il appelle la perspective de l'énologie. Dans le premier, au fond, la question se joue plutôt au niveau de l'être. Dans la deuxième, se joue plutôt au niveau de l'existence. Dans la première, se joue au niveau universel. Dans la deuxième, se joue plutôt au niveau du singulier. Et donc, si on prend comme référence ce développement, quel est le changement de la position de l'analyste? Ça, c'est important. Question. Nous avons vu qu'il y a plusieurs définitions de l'analyste dans l'enseignement classique. D'accord? Il y a, par exemple, la définition qu'il donne dans le texte Intervention sur le transfert, le maître dialectique.
Oh, c'est fort. C'est un grand terme. L'analyste se met en dialectique et Socrate, c'est un peu l'incarnation de ça. Puis nous avons des autres formulations. Il y a le maître zen. Et au commencement du séminaire de Lacan, la première phrase du premier séminaire. Oui, oui, oui. Il y a l'analyste qui est dans la position du mort dans le jeu du bridge. Ouais. Il y a plusieurs versions de l'analyste. Mais qu'est-ce qui change quand on passe à cette belle perspective? Ça me semble une question plus importante. Ce que j'entends, moi, c'est pas la même chose quand l'analyste intervient à partir des énoncés, enfin, du discours qu'il entend sur l'analysant, puis l'analyste qui intervient sur un point de lecture, cette fois, d'un point de jouissance de l'analysant. Et ça, c'est pour moi la grande difficulté, c'est de suivre le fil de la jouissance qui est justement pas dite, mais qui est agique, qui est dans les dires, mélangé dans les dires, dans l'intérieur des analysants, et à quel moment le relever pour que quelque chose résonne, quelque chose d'équivoque résonne. Pour moi, c'est toute la difficulté de la formation de l'analyste. Mais tu viens de le dire, c'est ce que je pense, c'est le tout. La lecture. La lecture d'entendre. Oui, quand même, on entend, c'est-à-dire la manière dans laquelle on entend les dires de l'analysant. Si tu n'entends pas les dires de l'analysant, pas sur la lecture. Ce serait plutôt que l'écoute, je dirais presque les coupes. Parce que le titre des journées d'automne, l'idée de la coupure, c'est pas tellement ce que nous on entend, parce qu'on peut très bien ne pas entendre du tout ce qu'on dit bien, mais on l'a coupé pour que quelque chose s'entende. Ce qui, derrière se dit, se dit, cherche à se dire. Oui. Et juste, tu disais passage de l'ontologie à l'énologie. H-I-N. N, ça veut dire l'un. Ah oui. Muller nous dit que ce passage se produit dans le séminaire 19. Pire. C'est là, à partir de là que quelque chose change sur ce point. Et des choses que j'ai trouvées dans ce séminaire qui est très intéressant, c'est une définition de l'analyste inédite, effectivement, parce que nous sommes traditionnellement habitués à penser l'analyste plutôt dans la place de l'autre, dans l'enseignement de Lacan. Dans ce séminaire, il y a un passage formidable dans lequel Lacan nous dit que à partir du premier pas, non, la chose de plus importante, c'est l'introduction de l'an comme l'analyste connaît. De l'an majuscule comme l'analyste connaît. Et ça, c'est très intéressant parce que on assiste au déplacement de l'analyste de la place de l'autre à la place de l'an, comme encore plus essentiel. Qu'est-ce que signifie ça, comme je le lis? Je le dis ainsi, que dans le travail, par exemple, avec un névrosé, c'est clair qu'il est aussi de l'analyse placée à la place de l'autre. Je peux supposer savoir, ça existe. Ce n'est pas quelque chose qui ne fonctionne pas, ça fonctionne. Et pour plusieurs temps dans l'analyse, ça joue un rôle important. Pour tout le procès de traverser de toutes les identifications fondamentales qui ont constitué l'identité du sujet. Mais l'important, c'est tenir en compte que c'est du commencement en tant qu'on opère.
Et ça se révèle de façon beaucoup plus claire quand l'analyse arrive au point de chute du sujet supposé savoir, et alors c'est plus évident pour l'analysant que l'analyste n'est plus dans la place du sujet supposé savoir, mais c'est dans la place de l'objet. Mais pourquoi tout commencement? Du commencement, c'est Dès le début. du début. Mais pourquoi Du tu début. dis pas... Non, c'est une phrase de Lacan. Ah, ok. Ah, Oui. ouais. Oui, non, mais juste... Et moi, je l'entends que Ouais. dès le début, il y a à faire exister la radicale différence. La radicale différence, c'est le non-rapport. Oui, il n'y a C'est pas, ça que j'entends. oui, il n'y a pas de dialogue. Exact. C'est C'est pas de ça que dialogue. j'entends. Dès le début. Et puis, ça prend des formes en fonction de ce qui est. C'est clair que ça doit être un peu décliné en fonction de ce que le sujet peut supporter ou soutenir, ça c'est clair. Mais du commencement, c'est important que ça puisse trouver une façon de s'incarner. Oui, de manière logique. Ok. Peut-être j'ai une petite vignette, parce que quelqu'un qui écoute une demande. Cette semaine, hein, je pense que ça m'aide. Je la partage avec vous parce que peut-être on peut poser ces questions dès le début. C'est quelqu'un qui m'écrit déjà par email, adressé par quelqu'un qu'il connaît, qui très simplement me connaît. Apparemment, non, parce qu'apparemment, j'ai traité son. Donc, il vient d'adresser. On pourrait supposer décider. Bon. Je reçois son email, à quoi je réponds. Faudrait peut-être que vous m'appeliez. On s'appelle, on parle au téléphone, parce qu'il me pose une série de questions. Dans les messages, c'est dans cette façon, tout ça, et qu'il a besoin, blablabla, mais qu'il veut savoir comment je travaille, quelle méthode, quelle orientation, qu'est-ce que je propose, donc voir qu'est-ce que j'ai dans mon magasin pour voir s'il y a quelque chose qui lui convient. Donc je lui dis de m'appeler. Que peut-être, ça sert bien je rendis d'autres, donc il m'appelle. Je l'écoute un peu, je lui dis s'il voudrait qu'on se rencontre. Effectivement, il vient, il me pose toutes ces questions. Pas directement les questions, mais les questions subjectives. Mais quand je lui dis, ben voilà, voilà ce qu'on décide, que peut-être lui, qu'il me pose la question, il me dit, mais vous n'avez pas dit, qu'est-ce que vous allez traiter? Alors, je me lève, j'avais déjà fini. J'ai fait ça, et à la porte, je dis, peut-être il y a quelque chose que vous devez essayer de votre. Je pense que, pourquoi je partage ces minutes? Parce qu'il n'y a rien qui a été joué pour l'instant. Donc, il n'y a pas de début. Il n'y a pas de début. Ah, ok. Parce qu'il n'y a rien qui a été joué de son côté-là. Ben oui. Hein? Donc, il a fallu du temps pour, je ne sais pas ce qui va se donner, je l'ai eu juste ça. Mais j'ai eu un moment d'embarras, en fait. D'embarras, parce que quand on est pris comme ça, si on répond pas. Oui, mais c'est intéressant, ce point de premier entretien. Je viens du congrès de la SCT qui a été sous ce thème de préliminaire, commencement de la crise. En effet, c'est vrai qu'il y a une situation dans laquelle on rencontre quelqu'un, mais il n'y a rien qui se produit. Et donc, c'est possible ça. C'est-à-dire qu'il commence quelque chose n'est pas automatique. Oui, mais il vient, si la personne vient, c'est que quelque chose a commencé, mais il n'est pas dit. Parce que une personne hier me téléphone, j'avais annulé un rendez-vous, mais je vais reprendre, ma psychiatre a démissionné d'un centre. Et puis elle me dit, on se rencontre, mais
Vous faites quoi comme travail? Moi, je fais la cuisine française. Et me dit, la cuisine française, mais ta philosophie aussi, pourquoi pas? Là, on a fixé un rendez-vous, on se rencontre et on en parle. Mais voilà, là, c'est le style de chacun. Ouais. C'est le Ce que je pense que déconnecté. là, que l'analyste connaît. Et l'existence. J'ai compris qu'on connaît. C'est la singularité de chacun. existentielle. Le C'est le style. Le style, parce que Je fais la cuisine française. voilà, c'est ça. Elle était tellement inquiète, je sentais qu'elle voulait tellement ça. Moi, je fais la cuisine française, souvent. Mais non, on va en parler. Et puis, elle a dit, Ça, c'est toujours plus marqué dans l'enseignement de Lacan, au dernier enseignement de Lacan. Lacan arrive à attribuer une importance décisive au prestige individuel. Non? Au point de l'analyste au niveau du prestige détermine, oriente l'efficacité de l'interprétation. C'est fort. C'est fort parce que bon, l'analyse année à partir d'une lutte de Freud contre la suggestion. Donc, c'est comme si Lacan, au dernier moment de son enseignement, retrouve quelque chose de ça qui ne peut pas être réduite et qui, une analyse doit assumer de quelque façon avec son style. Puisque le style, c'est l'homme à qui on s'adresse. Ouais. Il dit quelque part, c'est pas le style en soi de l'analyste, Ouais. mais c'est le style qu'on vous suppose. Ouais. Ouais, c'est fort. Je pense, moi, à la façon que Malval racontait, avec laquelle Lacan lui a répondu. Oui. Donc, Malval téléphone à Lacan, il voudrait faire une analyse, et puis Lacan lui venait le mercredi. Et Malval lui dit, mais je ne peux pas, je suis à Rennes, et ben, restez-y. Et il vous plie le téléphone. Et évidemment, il ne va pas faire de cesse de revenir. Donc, la cuisine française, c'est de cet ordre. Je ne sais pas, je ne peux pas dire pour vous que j'ai répondu ça. Ce que je sais, c'est qu'elle voulait des recettes, elle cherchait des recettes. Oui. Vraiment fait de bien. Mais en même temps, il y a quelque chose que tu as dit et que je pense que c'est important de soulever parce que tu as entendu son inquiétude et son urgence. Alors, tu peux dire ça parce qu'il voulait la recette, mais néanmoins, il a eu un effet, on verra, hein, désamorcer cette inquiétude du côté de l'humour. Oui, parce que tu la comprends. Oui, c'est ça. Parce que Elle lui dit aussi quelque chose qui est réel, c'est-à-dire c'est la cuisine lacanienne. Tout à fait. Je me sens pas en décalage du tout. Mais ce que j'entends de dire de René, c'est plutôt le ton aussi. Oui. Il a les signifiants, mais il a ta manière de dire, la manière que tu es rentré en disant, tu répètes là probablement pour nous, il a un ton assez, qui vient de la question de la poétique, de le dire. Oui, Produit des faits aussi. J'ai pu lui donner un rendez-vous quelques jours après, je la vois la semaine prochaine, on dit, venez voir, on parlera tout ça. il a un accueil aussi. Moi, je me souviens juste une petite chose aussi de quelqu'un qui m'appelle et puis qui avait un accent allemand assez fort et puis qui bredouillait, enfin bref. Et puis, au bout d'un moment, je me dis, c'est nous quelqu'un qui cherche à me vendre quelque chose par Internet, un peu abruptement, j'achète jamais rien par téléphone. Et je boucle. Et puis il m'envoie un message, c'est votre fille qui m'a donné votre nom, je cherche à faire une analyse. Ça a bien démarré, hein, je peux vous dire. Sur un malentendu, c'est un peu plus, c'est du dans l'autre de dus, tu sais, sur un malentendu, ça peut marcher. Comme l'amour. C'est le contingent. Enfin, j'en parle pas certainement. La question de la contingence, la nécessité, semble vraiment fondamentale de laisser une place à ce
que tu ne sais pas ce que tu vas dire, tu ne sais pas ce qu'il va, on va te dire. Et puis tu y vas avec, comme tu dis, le style, avec ton un à toi. Voilà, c'est dont tu réponds. Voilà. Les un, c'est à lettre. Non, C'est de l'autre côté le sujet, c'est pas le sujet qui c'est ça, non? Le 1, c'est du Les côté un de du côté de l'existence, singularité. L'être du côté de l'universel. Mais c'est difficile, c'est tout Parménide. Puis c'est tout des. Miller a travaillé ça tout. Moi, j'ai l'impression que tout au long de son enseignement, parce qu'à un moment donné, on sépare l'âme du corps. Je trouve que là, ça a à voir avec le corps parlé. Et là, ça me touche beaucoup quand on a fait cette citation de l'enfant. Parce que, comme présente sa relation à son partenaire, qui est manifestement dans l'emprise, le contrôle de cette femme. Cette femme me dit d'un coup, mais c'est par amour. J'ai dit, quoi? Quoi? Elle me dit, mais c'est l'amour. Je dis, mais c'est tout sauf de l'amour. Et puis j'arrête, puis la séance. Il y a leur téléphone de Normand, j'étais hyper fâché contre vous. Je ne voulais plus vous voir, mais en fait, j'ai réfléchi, est-ce que je peux vous voir? J'ai dit, venez tout de suite. Et elle me dit, la séance, elle me dit, j'étais mais vraiment furax que vous m'enviez cette idée de l'amour. Ouais, Mais je crois que vous avez raison, c'est pas de l'amour. Je sais pas ce que c'est l'amour, mais je lui dis, mais c'est arrêtez, quoi, s'il vous plaît. Mais je ne m'attendais pas du tout à dire ça. C'était marqué une surprise. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie là de l'amour, ça? L'amour, ça. Un mec vous tient, vous crie dessus, vous engueule, vous surveille, vous regarde tous vos allées-venues, et vous appelez ça de l'amour. J'ai un petit peu cassé un petit verre. Bon, je ne la voyais pas pour la première fois, ça faisait un moment que je la voyais. Ça, c'était une nouvelle relation. Mais pour moi, l'éthique du 1, c'était leur téléphone. Je dois parler de vous avec ça. Je dis, venez tout de suite, c'est le jour même. Je dis, venez. C'est vraiment répondre de cette surprise que j'ai eue moi-même de dire ça aussi directement. Comment dire, et de dire, ok, venez, parlons. Et puis, bon, on continue. Enfin, je veux dire, le travail continue. Mais elle n'est plus un garçon. C'est bon. Je voudrais juste ajouter, je pense que ces questions de l'analyste avec ce qui est là, il y a des noms, pas aller comme ça, c'est aussi l'organisation. C'est ce qui en reste, qui dans la main. Je pense qu'il part plutôt de quand les analyses ils sont finis. Et qu'on est un peu concentré. On fait un petit peu. Avant, oui, mais il y a quelque chose qui. Je pense que c'est, je ne sais pas si du côté du savoir, une petite chose. Je pense qu'on peut dire aussi dans cette vie aussi plus importante, franchement, le oui de l'analyse. Que la supposition de ça. Parce que peut arriver. Mais le oui de l'analyse, ça, c'est ce que ne peut pas manquer. Et pour Lacan, c'est la dimension inaugurale de la peine. Oui, au travail ensemble. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Oui, au travail de l'analyse. C'est cet équivalent de je suis là. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est un peu ça. Je reviens dans la contingence de gens qui ont rapport avec le style de l'analyste. Le style de l'analyste en syntonisation avec la question de l'analysant. Ça, c'est quand on lit des témoignages de passe enseignante, on trouve ça. On trouve ce travail très subtil de syntonisation avec l'introduction de l'équivoque. Mais l'équivoque
qui est précis, non? C'est vraiment sur ce plan que se joue la question. Oui. De l'inattendu, parce que nous ne savons jamais ce qui va nous être dit. Et voilà, il y a une dimension. Nous vivons sur un fond inattendu. Nous plaquons un monde là-dessus, sans s'en rendre compte. Nous passons nous-mêmes. Comment avancer avec ça? C'est franchement angoissant de vivre sur un fond. Et pourtant, il y a ça. Je suis d'accord. Plus angoissant, je dirais que c'est tout d'un coup le sol que tu crois solide. Finalement, il n'y a pas. Mais tu marches quand même, tu tombes pas dans le vide, tu tombes. Mais c'est pas ce que tu crois. C'est ça que je trouve fascinant. Je réfléchis tout de suite. Non, Je pense que c'est plus angoissant. Je pense que parce que j'ai fait l'expérience de totalitarisme. Quand on sait. Ce qui est prévu. Ça produit d'angoisse quand on sait. Ça, je pense que c'est les Et c'est en substance là-dessus que tu invites ce patient. Tout de suite, s'il te demande que tu lui dises tout ce que tu sais, dans quelque chose qui pourrait paraître désangoissant pour lui, et que si tu y réponds, ça tombe complètement à Oui, côté. mais il y avait aussi l'accompagnement, parce que moi je ne l'ai pas dit comme ça, mais au début, non. J'étais à la porte, et en le regardant, parce que c'était d'une manière accueillante, je lui dis ça, peut-être qu'il faudrait quelque chose qu'il faudrait lâcher de votre... Consentir, non, consentir de votre côté. C'est juste que... Mais oui, c'est un peu ça. On ne sait jamais ce qu'il a en fond. Et c'est ça qui est difficile, je trouve, c'est que l'analyste est responsable aussi de ce que l'autre pense. Alors là, on est plus compliqué, mais quand même. Quand tu dis quelque chose à un analyste, on ne parle pas. Non, tu ne sais jamais, mais tu en es responsable. Tu as à répondre de ça. Tu as à répondre de comment l'autre va recevoir tes mots, mais tu n'es pas responsable que l'autre pleure tout d'un coup. C'est pas ça. Et tu as à répondre. Oui, c'est le point, ce point, je me souviens que point, Miller, dans un écrit, parlait de l'aspect radical de la responsabilité analytique, c'est-à-dire nous ne sommes pas responsables seulement de ce que nous avons l'intention de dire ou faire, mais aussi de ce que nous n'avons pas l'intention de dire ou faire, et des effets sur l'analyse. C'est une notion de responsabilité qui est... C'est pour ça que j'ai dit à cette femme qui m'a rappelé, venez aujourd'hui, je n'ai pas fait attendre, je veux vous voir, oui. Parce que c'était vraiment, je savais que j'avais dit quelque chose qui est venu surprendre, bousculer à quelque chose auquel elle croyait dur comme fer. Et je ne pouvais pas... Sortira de la salle prochaine, comme vous êtes prévu. Non. Et si elle ne vient pas? C'était quoi, je vous attends. Non, mais là, elle avait besoin, vraiment. C'est la question se posait même pas. J'étais, pour moi, qui ne pouvais pas. Je devais répondre j'ai dit ça, ça a eu des conséquences, je réponds des conséquences de ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas nous oublier, c'est que nous étions aussi Bien sûr. Et on parlait de choses qui n'existaient pas. Pour le reste, je dirais. Et on analyse avec, ça c'est une formulation que j'ai trouvée très efficace, on analyse avec son propre sentiment. Pas l'analyse neutre sur le modèle de l'analyse post-freudienne reste neutrale. Ce n'est pas la neutralité, mais c'est plutôt
pouvoir effectivement analyser à partir de sa propre solution symptomatique. C'est ça que j'appelle mettre en jeu son cerveau, mettre en jeu dans tout ce que tu fais, de manière éthique, vraiment. C'est pas être autorisé à faire tout et n'importe quoi, ça veut pas dire ça. C'est vraiment. D'ailleurs, tu peux pas mettre en jeu autre chose. Et c'est plus en ligne avec l'idée que Lacan avait de la fin de l'analyse, c'est-à-dire la différence absolue, c'est-à-dire chacun avec son propre style. Il n'y a pas l'idée d'une analyse standard. Mais il faut une école Ah oui. pour qu'il y ait de la place, pour qu'il y ait cette transmission. Mais pour qu'il y ait une orientation. Avec des gens séparés. Complètement. Les EPA, les actions. Est-ce qu'on s'arrête là? Vous avez encore des questions? Sinon, je fais juste une annonce pour l'année prochaine. Déjà, remercier avant l'annonce. Oui. De l'enseignement. Merci à vous. Merci. J'ai appris. Merci. Et puis, donc, l'année prochaine, c'est Dominique Holwood avec le texte L'étourdi. Tous ceux qui ne sont pas inscrits n'ont pas reçu les 2 références que j'ai envoyées par Louis Transfert, qui sont le livre de Lassagna sur l'étourdi et puis l'autre, c'est la section clinique de Strasbourg, aussi un numéro spécial sur l'étourdi. Ça, c'est les 2 références que nous conseille Dominique Holwood, que j'ai numérisées, que je peux envoyer par transfert. Bon, je l'ai déjà fait, j'ai envoyé à la liste que j'avais. Certains l'ont reçu, je pense, oui. Mais sachez que ceux qui l'ont pas reçu, c'est que vous n'êtes pas inscrits. Alors, il faut s'inscrire auprès de Dominique Ruder, s'il vous plaît. Non, en fait, sur Dominique ou sur le site de la SREP. Sur le site de la SREP, mais pour l'instant, c'est encore Dominique qui le dit. Oui, il faut bien dire que ce n'est pas Dominique, c'est sur le secrétariat de la SREP, la première période de transition. Ouais. Donc, il faut s'inscrire sur site de la secrétariat. Voilà. Simplement, après, on va nous transmettre qui sont les inscrits, adresser cette référence à ces 2 références. Et peut-être je vais profiter pour clarifier un point qui me semble important de dire. Et donc, cet atelier de lecture, il est plutôt adressé aux collègues, aux personnes qui ont déjà un petit parcours minimum dans l'enseignement lacanien. Et pour les personnes qui commencent, qui débutent, je pense que ça sera bien qu'ils s'orientent vers l'univers catholique. Les personnes qui commencent vraiment à apprécier débutants qui commencent avec les étourdis, à mon avis, qui restent pas longtemps. Il n'y a pas de propédeutique. Oui, mais bon, pour l'instant, ça joue, les inscrits, c'est vrai, les membres, les amis, et puis quelques personnes externes, mais intéressées, mais qui doivent à ce moment-là rencontrer quelqu'un. Oui. Mais ça, c'est donc à partir d'octobre. Vous avez sur le site déjà les dates, vous avez vraiment, donc, non, mais c'est juste. Oui, chef, bien chef. Dommage, c'est long à lire, ces références. Elles sont extrêmement longues, c'est bien fait. Donc, si vous commencez, moi, il faut juste me dire, je les envoie. Merci. Il est possible de suivre par Zoom, je ne peux pas venir. Alors, il y aura, oui, parce que, bon, oui, Dominique Holwood va venir, en tout cas, la première et la dernière, de toute manière, il va essayer de venir 2 fois, peut-être entre 2 aussi, en présentiel. Un peu sur le même modèle, alors ça veut dire que Zoom existera. Et puis, si une personne ponctuellement ne peut pas venir, on ne va pas encourager quelqu'un qui suit que par Zoom, ça c'est sûr. Mais il est évident que si une personne a une fois un empêchement, bon, de toute manière, il y aura un enregistrement. On va continuer à enregistrer et ça peut s'écouter sur le site.
Alors encore merci à je propose de passer à la partie précise, boire et manger. Le symptôme. Merci.